Un bon milieu de semaine, mesdames, messieurs, garçons et filles. Merci en tapant Témis TV sur YouTube ou sur le site web Témis TV de joindre les infos Témis. Ensemble, nous jetons un coup d'œil à ce qui retient l'attention cette mi-octobre dans notre Témiscamingue. Une fin d'automne, tout ce qu'il y a d'agréable et dont nous profitons au maximum. C'est pour vous notre souhait le plus cher. À vous tous, je le souhaite et vous accueille avec joie sur TVC9. Bienvenue dans ce résumé de nos actualités. En manchette, les étudiants du Cégep d'Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec demandent au gouvernement de la CAQ de cesser ses coupes budgétaires. Le gouvernement a annoncé dans son budget un manque à gagner de 31,8 millions de dollars dans les universités québécoises. Ça vient avec des accords. La JUQAT aura d'ailleurs l'occasion d'en mentionner quelques-uns. Ce matin, nous accompagnons l'UEC ainsi que la JUQAT et la JUQAT pour réagir et prendre action contre les coupures budgétaires en enseignement supérieur. Cette présence témoigne d'une solidarité sans celle d'un mouvement étudiant, uni contre les politiques d'austérité qui menacent la qualité, l'accessibilité et l'avenir de l'enseignement supérieur. La situation actuelle austéritaire se traduit par des coupes drastiques dans les budgets de nos universités. Le brunch des nations unit les peuples à Notre-Dame-du-Nord. Alors, c'est vraiment une fierté pour Notre-Dame-du-Nord parce que quand on regarde un événement comme ça où toutes les cultures, tous les gens du monde, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le brunch des nations. Mais d'abord, c'est le temps du lancement de la campagne de vaccination contre l'influenza et la COVID-19 en pharmacie, alors que le gouvernement a annoncé à la population qu'elle peut prendre rendez-vous dès maintenant pour se faire vacciner contre la COVID-19 et l'influenza à partir du 15 octobre. Les pharmacies communautaires du Québec se sont mobilisées une fois de plus pour contribuer à protéger les patients, particulièrement les personnes vulnérables et leurs proches. Les citoyens peuvent ainsi dès maintenant planifier leur visite en pharmacie pour obtenir le service de vaccination. La première étape consiste à consulter la plateforme Clic Santé afin de voir les plages de rendez-vous disponibles dans votre pharmacie. Si cette dernière n'est pas dans la liste, vérifiez avec votre équipe en pharmacie pour savoir si des plages additionnelles sont disponibles ou s'il est préférable pour vous de prendre rendez-vous dans un autre site de vaccination. 1600 pharmacies communautaires de partout au Québec ont levé la main pour offrir le service de vaccination dans leur ville. Rappelons que dans la dernière année, les pharmacies du Québec ont dépassé le cap du million de doses de vaccins administrés, ce qui témoignerait de l'ampleur du chemin parcouru depuis que les pharmaciens ont obtenu le droit de prescrire et d'administrer des vaccins en 2020 et de leur engagement envers la prévention en santé. Qui peut recevoir les vaccins, et ce gratuitement? Pour la saison automne-hiver 2025-2026, la vaccination contre l'influenza est offerte gratuitement à toutes les personnes de 6 mois ou plus qui en font la demande. Elle est particulièrement recommandée aux personnes vulnérables ou atteintes d'une maladie chronique, aux personnes âgées de 6 mois et plus, immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique, aux personnes enceintes, aux adultes vivant en région éloignée et isolée et au personnel de la santé. Les étudiants veulent que cessent les coupes et ils le demandent à la CAQ, l'Union étudiante du Québec et la Fédération étudiante collégiale du Québec demandent que cessent les coupes dans les établissements d'enseignement supérieur de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En conférence de presse ce 14 octobre, ils dénonçaient les politiques d'austérité du gouvernement du Québec, notamment les compressions budgétaires dans le réseau. Celles-ci, selon eux, ont des impacts graves dans la communauté étudiante. Voici leur adresse aux citoyens. Le gouvernement a annoncé dans son budget un manque à gagner de 31,8 millions de dollars dans les universités québécoises. Ça vient avec des accords. La JUQAT aura d'ailleurs l'occasion d'en mentionner quelques-uns. C'est inacceptable ce qui se passe. Le gouvernement doit prendre conscience que ces décisions administratives ont des répercussions directes sur le bien-être des personnes étudiantes. Que ce soit clair. Refiler la facture aux plus vulnérables, ce n'est pas une option. Ça, c'est le plus inquiétant parce que la part étudiante augmente de plus en plus dans le financement des universités. Avec la politique mise en place depuis 2024, c'est le portefeuille étudiant qui écope.
Pas normal que les enjeux financiers de l'État québécois retombent sur le dos des personnes étudiantes déjà en situation de précarité. Quand les ressources s'évaporent, la précarité étudiante ressort. Toujours en lien avec la politique de financement des universités, l'UEC dénonce l'utilisation des personnes étudiantes internationales comme des vaches à lait du système d'enseignement supérieur. Refiler la facture aux personnes étudiantes, ce n'est pas comme ça qu'on met l'éducation en priorité. Ça démontre clairement un manque de vision. C'est d'autant plus ironique que les politiques anti-immigration soient en contradiction avec cette nouvelle politique. Le système d'enseignement supérieur se retrouve en déficit budgétaire, ce qui menace les services offerts aux personnes étudiantes. Quand les campus se dessèchent, les services disparaissent. Le gouvernement doit cesser de jouer au vautour. Il doit cesser d'être opportuniste et de s'en prendre aux personnes vulnérables. C'est anormal que 60% des personnes étudiantes soient déclarées en situation de précarité quand on parle de logement, puisqu'ils consacrent ici plus de 30% de leurs revenus dans leur loyer. C'est inacceptable qu'au Québec, 40% des personnes étudiantes ont vécu au moins une situation d'insécurité alimentaire. Et pire, c'est 46% des personnes bénéficiaires de l'AFE qui vivent une situation d'insécurité alimentaire. Ça démontre clairement que son programme d'aide financière aux études ne répond plus aux besoins de la population étudiante. Il faut que le gouvernement prenne action pour protéger la population étudiante. C'est pourquoi l'UEC s'oppose fermement aux politiques d'austérité et aux compressions budgétaires de la CAQ. Nos demandes sont claires. Nous exigeons une bonification de l'aide financière aux études et un gel des frais de scolarité. Je laisserai maintenant la parole à la Fédération étudiante collégiale du Québec. Ce matin, nous accompagnons l'UEC ainsi que l'AG4 et l'AG4 pour réagir et prendre action contre les coupures budgétaires en enseignement supérieur. Depuis plusieurs mois, le réseau de l'enseignement collégial subit coupure sur coupure. Déjà en janvier, la population étudiante s'est vue confrontée à la fin prématurée des bourses perspectives. Ce matin, un montant de 250 millions qui ont été retirés de la poche des personnes étudiantes. Puis, à l'annonce du budget, le gouvernement du Québec a multiplié les décisions qui fragilisent directement la communauté étudiante. Ce matin, c'est 546 millions qu'il refuse d'investir dans les stages du réseau public et parapublic, alors qu'on a un besoin criant de personnes qualifiées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Ce matin, c'est 1,7 milliard de dollars dont le gouvernement prive nos établissements pour assurer l'entretien et la modernisation de leurs infrastructures. Ce matin, financement adéquat, plusieurs cégeps se retrouvent avec des bâtiments vieillissants qui ne sont pas rénovés et locaux désuets, mal adaptés, rendant donc la réussite étudiante menacée. Ce matin, enfin, c'est 151 millions de dollars qui ont été coupés dans le budget des cégeps, ce qui impacte directement les services aux étudiants. Ce matin, alors que la précarité étudiante atteint des sommets, la population étudiante a plus que besoin des services à sa disposition. Ce matin, les services se retrouvent à court de ressources, l'inaccessibilité des études supérieures ne fait qu'augmenter. Ce matin, aujourd'hui, alors que Northwood et SACLI se révèlent être des gouffres financiers, ce sont encore les cégeps et les universités qui doivent faire face à des compressions budgétaires massives. Ce matin, nous sommes ici, en Abitibi-Témiscamingue, pour dire que la facture étudiante ne peut pas être la variable d'ajustement budgétaire du gouvernement. Investir dans nos infrastructures, dans les services aux étudiants et dans nos stages, c'est investir dans l'avenir de notre société. Ce matin, qui attend la population étudiante dans le futur, la FEC joint ses revendications à celles de l'UEC pour assurer que l'accessibilité aux études supérieures ne devienne pas un plus. Ce matin, dans la parole à la JUCAP. Tout d'abord, je tiens à adresser mes remerciements à l'Union étudiante du Québec pour avoir lancé cette importante campagne de dénonciation de l'austérité en enseignement supérieur. Leur engagement concret démontre que la voix étudiante peut encore se faire entendre face aux décisions injustes qui fragilisent notre réseau universitaire. Je salue également la présidente de l'UEC et son équipe qui ont pris le temps de se déplacer en personne jusqu'à la ville de Rouyn-Noranda, campus de l'UQAD, pour venir soutenir et donner la force aux étudiants et étudiantes des régions. Cette présence témoigne d'une solidarité essentielle, celle d'un mouvement étudiant uni contre les politiques d'austérité qui menacent la qualité, l'accessibilité et l'avenir de l'enseignement supérieur. La situation actuelle austéritaire se traduit par des coupes drastiques dans les budgets de nos universités et contribue à exacerber la crise économique et la précarité étudiante que nous traversons. Les implications concrètes de cette cure d'austérité a eu et continuera d'avoir les conséquences désastreuses dans notre quotidien en exigeant des plus démunis des efforts insoutenables. Actuellement, depuis plus d'une année, nous subissons une véritable guerre sociale qui nous est menée par un gouvernement
qui semble complètement déconnecté de la réalité étudiante. La coupure du programme Travail-études, un programme initialement mis en place afin de soutenir les personnes étudiantes en situation de précarité, l'UQAT, la Fondation et nous, l'association étudiante, avons dû redoubler d'efforts afin de compenser la perte de ce programme pour le préserver. Vous l'aurez compris, les mesures agiles entreprises se suivent et se rassemblent. La finalité étant la même, fragiliser nos universités et semer le désespoir dans nos rangs. Tout ceci a un coût et celui-ci est inestimable. Car dans nos campus, cela se traduit par un gel de personnel à l'UQAT, alors que la pression qui pèse sur nos administrations est déjà titanesque. Ce sont des milliers de personnes étudiantes qui devront se serrer davantage la ceinture pour pouvoir simplement étudier. Dans des situations où leur santé mentale est déjà critique, on a également aux personnes étudiantes internationales, car il ne faut pas qu'ils soient les grands oubliés de cette triste épopée. Le virage pris par les autorités québécoises font perdre dans nos universités leur attractivité aux yeux du monde entier. Le Québec, c'est aussi une culture qui favorise l'intégration, le développement et l'innovation. Choisir l'austérité revient à nuire à cette population qui a partout choisi de venir étudier ici au Québec. Nous ne sommes pas d'accord avec cette ligne politique qui a choisi de s'attaquer à une population déjà vulnérable afin de réduire le déficit. Nous dénonçons l'obsession du gouvernement québécois à vouloir détruire nos universités en les amputant des ressources qui leur permettent d'exister et de se développer. Il leur paraît vital d'investir massivement dans le secteur de l'enseignement supérieur afin de ne pas faire reposer le poids sur la population étudiante. Avant de terminer, je tiens à appeler l'ensemble de la communauté universitaire à se mobiliser afin de pouvoir créer les conditions d'un changement de cap. Donc, ensemble, nous pouvons renforcer ce monde, alors engageons-nous. Les coupures budgétaires, c'est tranché dans l'éducation de la jeunesse québécoise. Et ça, au cégep de la Petite-Témiscamingue, nous nous y opposons. Avant, nos bibliothèques regorgeaient de revues et de ressources spécialisées. Aujourd'hui, c'est à peine si nous avons les outils pour tous et toutes. Aujourd'hui, c'est à peine si je reconnais mon cégep. Certains programmes, comme la technique de travail social ou la science humaine, ont même dû renoncer à leur stage humanitaire pour leur séjour sur le terrain. Ces coupures privent les étudiants d'expériences qui faisaient de la formation une expérience concrète, connectée à la réalité qui les attend. Des expériences essentielles pour les étudiants, mais peut-être pas assez importantes aux yeux du gouvernement. Du côté de l'entretien, la réalité est tout aussi frappante. Le manque de financement retarde des projets de rénovation primordiaux et certains pavillons se détériorent déjà à tout œil. Sans parler des locaux vieillissants, parfois même inadéquats et sans possibilité de rénovation. Encore une fois, à cause des coupures. Notre école, nos gyms, nos classes, notre vie étudiante. C'est ça qui fait la richesse de notre éducation. Celle dont nous sommes fiers. Ça peut paraître anodin pour certains, mais ce n'est pas pour nous les étudiants. Pour nous, ceux et celles qui vivent cette réalité, ces services, ces espaces, ces expériences, nous en avons besoin. Alors oui, nous sommes ici pour dénoncer, pour crier sous les toits de nos établissements qui s'écroulent, pour dénoncer le manque d'intérêt de ce gouvernement envers l'éducation. Un désintérêt qui rend la vie étudiante encore plus difficile qu'elle peut déjà l'être. Alors que ce soit aujourd'hui, demain, ou dans plusieurs mois, que ce soit par les cégeps, les universités ou les syndicats, nous continuerons ensemble jour après jour à accuser ce gouvernement qui nous fait subir des coupures démesurées. Merci. Notre-Dame-du-Nord a uni les peuples lundi dernier en ouvrant ses portes au brunch des nations. Une première édition où chacun d'ici ou d'ailleurs a pu tisser des liens et connaître l'autre. Une action de grâce différente où hommes et femmes et enfants de différents peuples ont, à travers des mythes partout sur la planète, joint leur quotidien. Je suis Michel Vaillant, le nouveau maire de Notre-Dame-du-Nord. Alors, c'est vraiment une fierté pour Notre-Dame-du-Nord parce que quand on regarde un événement comme ça où toutes les cultures, tous les gens du monde, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le brunch des nations, aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a plus de 150, je dirais même 200 personnes qui se sont présentées. Et ça nous permet justement de nous rassembler et de faire découvrir à tous et à toutes la cuisine d'ici, la cuisine amérindienne, les cuisines latino-américaines, les cuisines africaines, donc qui sont là, et de faire en sorte que les gens puissent se connaître et savoir que dans leur municipalité, à Notre-Dame-du-Nord, on a des gens du Venezuela, on a des gens du Mexique, on a des gens du Togo,
On a qui viennent de plusieurs nations et c'est une belle activité et un bon moment pour que les gens se connaissent, apprennent à se connaître et aussi puissent tisser des liens pour l'avenir. Alors, les retombées de cet événement, elles sont plutôt sociales. Je dirais, d'un point de vue social, c'est une façon pour les gens de se réunir, de se rencontrer, de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pas des retombées économiques qu'on cherchait, c'était vraiment le côté culturel, le côté social, le fait que les gens, parce que j'ai pour mon dire que plus les gens vont se connaître, plus les gens vont s'apprécier, plus les gens vont se côtoyer, plus on va régler de problèmes. Et donc, dans ce contexte-là, la journée d'aujourd'hui sert vraiment à ça, d'apprendre à connaître l'autre, de se familiariser avec, de tisser des liens et de savoir que dans notre municipalité, on a plein de cultures, plein de gens qui ont des spécialités culinaires, des spécialités ou de l'art et de la culture. Et donc, ça nous fait plaisir d'organiser ce type d'événement. Ce n'est qu'un début parce qu'il y en aura d'autres. D'abord, ce qui m'a le plus séduit, ça a été la diversité des exposants. On a donc notamment quasiment les 5 continents sont représentés. Donc, c'était vraiment bien, mais au niveau culinaire, mais également au niveau donc, des exposants où on a donc... Il y a des mets que j'ai goûté aujourd'hui, que ça faisait plus de 20 ans que j'ai mangé ça, tu vois. Donc, alors, c'est quand même quelque chose de très réussi. Tu vois également dans le visage des participants, ils sont réjouis. Écoute, tout est beau. C'est vraiment magnifique. Il y a également l'assistance aussi et aussi fait beau également. Donc, ce qui a vraiment permis là d'avoir une belle participation. Pour une première édition, c'est une réussite. Là, tout de suite à chaud, est-ce que ça te donne des idées pour l'avenir? Bien entendu, c'est sûr que la volonté notamment du conseil municipal et du nouveau maire, c'est d'organiser ces genres d'événements-là. Et dans un premier temps, au fait, ce que le maire m'a demandé, c'est OK, commençons et puis prouvons ce qu'on peut faire. Et donc, en faisant, et ça va de réussite en réussite, je pense que dans les prochaines années, lorsqu'on va pouvoir venir et avoir un budget, quelque chose de plus gros, ils vont pouvoir accepter plus facilement parce qu'ils auront vu exactement ce qu'on a pu faire au tout début. Voilà. Le thème principal qui était mis en avant pour cette première édition? C'est vraiment le vivre ensemble. Le vivre ensemble, mettre en commun également le partage, le sens du partage. Et je pense que c'est vraiment là, c'est ces 2 thèmes-là qui prévoient un peu ici, quoi. Voilà. Fernand, pour terminer, à qui vont tes remerciements? Mes remerciements, les premiers vont aux commanditaires. Je tiens donc à remercier le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue qui a été donc commanditaire or finalement. Je tiens donc à remercier également l'UQAT, l'Université du Québec en Témiscamingue. Merci également au restaurant. Il s'agit donc du restaurant Motel Coutu, du restaurant Maxime, du Taco Fou, restaurant également. Et je tiens bien entendu à remercier toutes les communautés qui sont représentées avec des kiosques, que cela soit des communautés africaines, de l'Amérique latine, de l'Europe. Merci infiniment à vous. C'est une première édition du Brunch des Nations à Notre-Dame-du-Nord. Pourquoi le CJET associe son image à un tel événement? C'est tellement encourageant d'encourager une activité comme celle-là pour le vivre ensemble. On a découvert plein de cultures par la nourriture, par la musique, par l'artisanat avec les artistes. On rencontre beaucoup de gens. Je me suis promenée dans la salle et les gens échangent sur leur culture. C'est vraiment l'endroit pour ça. Notre-Dame-du-Nord, bravo à l'initiative. C'est très important pour nous d'être présents ici aujourd'hui et c'est un événement à succès. C'était quoi la contribution exacte du CJET à cet événement? On était ici justement pour promouvoir la culture de tous les coins du monde et de tourner aussi, de filmer une vidéo représentative et de souligner l'initiative de Notre-Dame-du-Nord, l'initiative de la rencontre de tous les peuples. Donc, il y a une vidéo qui a été tournée, qui a été filmée aujourd'hui pour représenter l'activité et le vivre ensemble, l'intégration également de la population immigrante du Témiscamingue. Merci. Et à
Africulture Production a offert ses 12 heures de célébration à la culture africaine à son Afro-Festival 2025. Réunis au Petit Théâtre à Rouyn-Noranda, les participants ont goûté à la musique, l'art, la nourriture et à toute la splendeur du continent, de la Tanzanie à l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya et la Tunisie. Je suis Nenka Mouloui Ndula, Massamuna Makongo, pour ne pas dire Massamuna Griot du Congo. Donc je viens de la République démocratique du Congo et je suis venu au Québec pour participer à Afrostival. L'Afrostival, c'est une activité organisée par Africulture et Afrostival, c'est un festival qui invite les artistes à venir participer, tant les artistes de l'Afrique que du Québec, pour créer des ponts culturels, pour mettre sur pied ce qu'on appelle l'interculturel. Comment vous avez trouvé cette édition à laquelle vous avez participé? L'édition à laquelle j'ai participé, c'était une édition multiple, puisqu'il y avait des exposants, il y avait des gens qui ont cuisiné, il y avait le défilé des modes, il y avait les artistes musiciens, des artistes scéniques, mais il y avait le griot, et le griot a participé à plusieurs activités. Et la première, l'une d'elles, c'est l'atelier de tambour, l'atelier de conte, et puis l'atelier des danses, et ensuite j'ai fait une prestation, évidemment le griot c'est moi, j'ai fait la prestation dans la soirée, mais en dehors de ça, il y avait toutes ces activités qui étaient vraiment très très enrichissantes, et en dehors de l'artiste musicien que je suis, il y avait des rappeurs, il y avait des slameurs, il y avait, peut-être j'ai oublié, mais il y avait en tout cas une espèce de panoplie. Il y avait des DJ aussi. Il y avait vraiment un mélange d'activités qui fait que ça a donné une grande taille à Afrostival 2025, mais aussi à une grande représentativité de l'Afrique, puisqu'il n'y avait pas seulement que le Congo, il y avait tant d'autres pays que je ne citerai pas. Je risque de m'oublier, mais je me souviens bien qu'il y avait le Cameroun, il y avait, je crois, le Togo et tant d'autres pays pour représenter l'Afrique. Et on avait bien souhaité qu'il y ait aussi des artistes québécois pour que nous puissions partager la même scène, puisque l'Africulture prône l'interculturalité. L'interculturalité, c'est-à-dire une mise en commun de tout ce qui nous unit, qui peut nous permettre d'évoluer ensemble et de partager un territoire en commun dans la concorde. Vous êtes griot, c'est une tradition vraiment africaine, transmettre des valeurs par l'oralité. Qu'est-ce que vous avez transmis, vous, à cette édition 2025 de Afroestival? C'est quoi le message que vous avez transmis à toutes ces personnes qui ont été à votre audience? Le plus grand message, c'est celui qu'on appelle Tam Fumueta, Zibula Meso, Peveza Mbizi Kotele Mumbanza, Zibula Meso, Mbongo ya Kanda Muntu, Mbongo ya Mfumunkango. Ce qui signifie tout simplement que, monsieur le chef, partout où vous êtes chef, sachez qu'il y a des mauvais esprits qui peuvent vous entourer, mais il faudrait tout simplement ouvrir l'œil pour les évacuer, mais sans oublier que un chef, sa valeur, c'est en termes de nombre d'habitants, et la valeur d'un chef, c'est sa population, mais il ne faudrait pas non plus faire que chaque fois que quelqu'un commet des fautes, vous le bannissez, vous l'enrayez, mais peut-être il faut l'aider à se refaire et à se reformuler pour qu'il continue à devenir utile autour de vous. Pour finir, comment vous avez trouvé l'accueil de Témiscabitibien? Vous avez été en Abitibi-Témiscamingue. Comment vous trouvez finalement ces personnes qui vous ont reçu? Il y a une population souriante et qui parle une langue qui ressemble presque à la mienne. Cette langue s'appelle le français. Et donc tout ça, c'est aussi accueillant. Et le soleil, le ciel bleu, là, c'est même la nature m'accueille, ainsi que les humains. Donc c'est vraiment un accueil très très chaleureux et je promets de revenir tant qu'on aura besoin de moi. Oui, c'était la deuxième édition. C'était le 4 octobre à Rouyn-Noranda, au Petit Théâtre. Donc c'était vraiment une réussite pour nous. C'est plus de 300 personnes durant la journée. Et aussi, on avait un conteur griot qui est venu tout droit d'Afrique, que les gens ont beaucoup apprécié. Il y a eu plusieurs prestations des artistes africains qui habitent la région. Donc, on voulait mettre de l'avant ces artistes-là, qui ne sont pas forcément connus encore en région. Voilà. Pour faire un peu d'histoire, d'où venait l'idée de créer un tel festival?
Parce que quand j'ai immigré ici, il y avait beaucoup d'événements latinos, soirées salsa, soirées trucs, genre, tout ce qui était Amérique latine. Mais il n'y avait rien sur l'Afrique. Alors que l'Afrique a du potentiel artistique et beaucoup à montrer au monde. Donc on s'est dit pourquoi pas commencer quelque chose qui mettrait de l'avant en lumière l'art africain, la culture africaine. Bientôt 2 décennies que vous êtes au Témiscamingue, 17 ans on va dire. De toutes ces 17 années que vous avez passées au Témiscamingue, au Québec de façon générale, qu'est-ce qui vous a marqué, impressionné dans cette région de l'Abitibi-Témiscamingue, surtout et que vous êtes resté dans cette région et qu'est-ce que vous appréciez? Oui, j'aime les côtés familiales de la vie ici, quoi. Les gens sont sympas et accueillants et donc c'est ces côtés-là que j'aime vraiment. C'est d'abord les espaces, donc un bon milieu pour élever les enfants. Les gens sont très solidaires. Ouais. Pour parler d'Afro-Estival, la dernière édition qui s'est tenue il n'y a pas longtemps de cela, vous avez fait venir un griot. Pourquoi le choix d'un griot? C'était quoi l'idée derrière ça? Ouais, on voulait nous-mêmes aussi essayer de nous rebrancher un peu à l'Afrique de façon originale. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont immigré depuis longtemps, qui ont peut-être perdu une partie de la culture, des racines, au fait. Alors, on voulait avoir quelqu'un de fraîchement africain pour nous rebrancher un peu, quoi. Pour les années à venir, comment est-ce qu'on voit Afro-Estival? Est-ce que vous avez déjà des idées qui vous passent par la tête? Si oui, est-ce qu'on peut avoir la primeur de l'information? Oui, Afro-Estival doit grandir. On a beaucoup de demandes, donc notre vision future, c'est en faire un événement régional. Voilà la primauté. Vous avez été invité à vivre cette première édition du Brunch des Nations à Notre-Dame-du-Nord. Qu'est-ce que vous retenez? Quelles sont vos impressions? Vous repartez de là avec quoi comme image? La présence des Premières Nations. J'ai beaucoup aimé ces réseautages entre les nations et le Québec et aussi les Premières Nations. J'ai vraiment aimé la participation. La salle est vraiment pleine. Hein. J'ai senti aussi l'inclusivité parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées avec nous, donc on n'a pas exclu personne. J'aime ça quand tout le monde participe, les enfants, les personnes âgées, les nations, les Premières Nations, les immigrants. C'est vraiment complet, en fait, fullement inclusif. Pour finir, Aimé, un message à l'ensemble de tous les Afros, de tous ces Québécois également qui t'écoutent. C'est Témisca Bitibien qui t'écoute maintenant via TV Témis pour suivre Afro-Estival. Qu'est-ce qu'on fait et comment on se connecte à la culture africaine en étant au Témiscamingue? Oui, donc Africulture est là pour offrir des opportunités à tous ceux qui aiment la culture africaine de nous contacter et puis on travaillera ensemble. On est vraiment ouvert à la collaboration. Donc participons, créons des événements pour rendre notre région encore plus intéressante en fait, pour nous tous. Merci, Aimé. Voilà pour ce tour d'horizon de la nouvelle. Revenez-nous pour un prochain bulletin riche d'actualité. Un immense merci de parler de nous et d'y inviter le plus témiscamien possible. Quoique nos voisins abitibiens et ontariens sont fortement les bienvenus, en souhaitant que vos couleurs, tout comme votre chasse, vous comblent de joie. Revenez-nous dans quelques heures. D'ici là, amusez-vous, demeurez prudents et continuez de rappeler à vos proches combien il compte pour vous. En tout cas, c'est votre cas pour nous. Salut, fidèles des Infos Témis.